Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Je vous emmène aujourd'hui à Tassin-la-Demi-Lune, au nord de Lyon, pour découvrir le Bel Air Café. Ce projet est mené par l'association Acoléa, acteur engagé dans l'accompagnement éducatif, social et médico-social. Elle contribue au développement et à l'épanouissement de chacun, enfants, adolescents, adultes en situation de vulnérabilité, de précarité ou porteurs de handicap. Pour tous, une place dans la société, à l'école, au travail et dans la cité. Le Bel Air Café est associé à un projet de domicile collectif renforcé qui s'articule autour de deux grands axes, le logement et l'insertion professionnelle. Ce café ludique est géré par 6 personnes en situation de handicap qui assurent la gestion, le service et l'animation du café, toujours accompagné d'un membre de l'équipe. Pour ce podcast, Yannick Chapeau, Marie Vernet, Fabrice, Véronique et Gaëlle nous offrent leurs témoignages au cours de 2 épisodes. Je m'appelle Yannick Chapeau, je suis directeur du pôle Bel Air. Je suis de formation travailleur social, j'étais EduxP. J'ai passé un master 2 qui s'appelle Analyse et conception de l'intervention sociale. Ouais. Et du coup, j'ai occupé des fonctions de chef de service, puis de directeur sur le pôle. Le pôle Bel Air, c'est plusieurs établissements. Un foyer d'accueil médicalisé, 2 foyers de vie, un accueil de jour, et du coup maintenant le domicile collectif renforcé et le Bel Air Café. Le Bel Air fait partie d'une association qui s'appelle Acoléa MPH, médico-social, Acoléa MPH médico-social, qui regroupe l'ensemble des établissements médico-sociaux basés sur l'ouest lyonnais et même l'ouest du Rhône, du secteur enfance au secteur adulte. D'accord. Acoléa MPH médico-social fait elle-même partie, est une association fille de l'association Acoléa. Acoléa, c'est quoi ? C'est une association de 1400 salariés, d'une centaine d'établissements, qui a la particularité d'être multisectorielle. Je crois que c'est la seule association sur le territoire qui est à ce point positionnée sur l'ensemble des secteurs d'intervention sociale, hormis les personnes âgées, hormis les EHPAD. Donc voilà, est basée sur tout le territoire du Rhône. D'accord. Et alors plus particulièrement, le foyer Bel Air, est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que là, ton rôle, c'est d'expliquer un petit peu au sein de cet établissement. Eh bien, la direction du... le pôle Bel Air, c'est donc que je dirige. C'est donc, comme je le disais, un foyer d'accueil médicalisé qui accueille 33 personnes. La particularité, c'est que ce sont des personnes qui sont vieillissantes. On a une moyenne d'âge qui est au-delà de 55 ans. Avec de forts troubles du comportement, des TND importants et des problématiques médicales elles aussi importantes. Donc le FAM est basé sur le Saint-Genis-les-Olières. Le foyer de vie, un autre foyer de vie de 15 places est lui aussi basé à Saint-Genis-les-Olières, accueille 15 personnes en situation de handicap mental, avec des troubles du comportement également importants. Deux autres établissements qui sont symbiotiques sur Soucieux en Jarret, un tout petit foyer de vie de 6 places qui a la particularité d'être une villa en fait. On abaisse la dimension institutionnelle au maximum pour renforcer la dimension domiciliaire, c'est-à-dire que les personnes se sentent vraiment chez elles, on ne peut pas distinguer le foyer de vie des autres maisons du lotissement. Et ces personnes en journée vont à l'accueil de jour de la ferme de Vercherie, au SAJ, qui lui aussi basé à Soucieux-en-Jarret et qui accueille 18 personnes. Donc les 6 personnes du foyer de vie plus 12 autres. Et puis le domicile collectif renforcé qui lui est de 6 places, diffus entre Lyon 5, Lyon 9 et Tassin, où les personnes viennent en journée gérer et mener l'activité du Bel Air Café. D'accord.
Alors dans ce podcast, l'idée c'est de valoriser l'innovation sociale. Est-ce que toi tu peux nous donner ta définition de l'innovation sociale, si tu en as une? Oui. L'innovation sociale dans notre secteur, ça n'existe pas. Je ne crois absolument pas à l'innovation sociale. L'intervention sociale, c'est-à-dire venir en aide à des tierces personnes, je crois que ça existe depuis quelques milliers d'années. Quelle que soit la structuration, quelles que soient les appellations et les dénominations, il y a des gens qui ont toujours été en position d'être en position de passeur, d'aidant, de trouver des solutions pour d'autres personnes. Et sur ces quelques milliers d'années, les gens ont quand même été relativement imaginatifs et créatifs. Et il y a ce qu'on appelle, ce que Robert Merton appelait l'oblitération par incorporation, c'est-à-dire qu'il y a une circulation des idées dont on s'imprègne, mais qui se séparent de leur auteur, c'est-à-dire que les auteurs tombent dans l'anonymat, mais les idées restent, et elles sont véhiculées dans le monde de génération en génération, etc. Et elles se transforment, ces idées-là, et du coup, je suis infoutu de dire aujourd'hui, dans ce qu'on met en œuvre sur Bel Air, dans ce qu'on met en œuvre dans le secteur social dans le Rhône, à qui appartiennent ces idées. Et du coup, pour la création du Bel Air Café et du DCR, DCR, pardon. Domicile collectif renforcé. Ouais, Je serais bien en difficulté de savoir où est l'innovation, de savoir où est la récup. Et puis je trouve que l'innovation peut, dans notre secteur, aboutir à manquer un peu d'humilité. Et du coup, je pense que ce qu'il faut surtout dans notre secteur, c'est rester très humble, parce que ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain, et ce qui marche à un endroit ne marche pas forcément ailleurs. C'est que des points d'équilibre à un instant T, à un endroit X. Du coup, l'innovation sociale, oui, la définition, c'est que, comme dirait quelqu'un très médiatisé en ce moment, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et que beaucoup de gens se réclament de l'innovation et qu'au final ce sont de la récup d'idées. Donc là, le Bel Air Café, je pense que qu'il y a dû y avoir 10 000 projets déjà qui ont dû être de la même chose vers Concarneau, vers Mulhouse, ou voilà, il y a 20 ans, il y a 50 ans ou il y a 2 ans. Et du coup, c'est juste la capacité, à mon sens, à juste à rester humble et à être poreux et perméable à des idées d'autres personnes. Tout à fait. Alors après, est-ce qu'on peut pas dire quand même qu'il y a de l'innovation à partir du moment où ça n'existait pas avant et qu'il y avait un besoin qui n'était pas forcément assouvi sur un endroit donné? Parce que peut-être le Bel Air Café, effectivement, il peut exister partout, mais il n'existait pas là où vous êtes implanté. Non. Non, mais oui. Mais c'est pas... Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'usine Michelin à Clermont que quand il y en a eu une, c'est devenu une innovation? Non. Répondre à un besoin à un instant T, pour moi, c'est juste le fondement de notre métier. C'est pas, enfin, je suis pas d'accord avec. Enfin, je suis pas d'accord. Je suis pas sûr que ce soit l'innovation. C'est pas le bon terme, quoi. Oui, à mon sens, ouais, c'est pas le bon terme. Ouais. On a, sur le Femme Bel Air, on a créé, on a mis en place un bistrot éphémère, mais récurrent. Oui. C'est-à-dire qu'on utilise une salle, enfin la grande salle d'activité, qu'on transforme le temps de matin, de matinée, en bar. Il y a des chaises de bistrot, il y a un meuble qui est transformé en comptoir, enfin il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que on a été imaginatif Est-ce que juste on a répondu à un besoin de socialisation parce que ça a un vrai succès ou est-ce qu'on a été innovant? Je ne saurais pas le dire. Donc le Bel Air Café, oui, on a répondu à plein de petits besoins, Ouais. ou que ce soit des besoins pour les personnes en situation de handicap, pour certaines personnes en situation de handicap,
à un instant T de leur vie. On a répondu à un besoin sur le territoire parce que il y avait quelque chose à faire dans ce quartier d'implantation qui était devenu un peu dortoir et ce que regrettaient les habitants du quartier. Et on répond aussi, on s'inscrit dans un courant quand même d'inclusion. Donc oui, on a imaginé quelque chose qui pouvait répondre à un maximum de besoins à un instant T, à un endroit X. D'accord. Alors l'idée du podcast Entrepreneur d'idées, c'est de pouvoir inspirer d'autres porteurs de projets. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le déroulé de ce projet à partir du moment où il y a eu l'idée jusqu'à la concrétisation? On était... alors je passerai les détails, mais parce que c'est un peu fastidieux, mais on était dans une logique de transfert de place de foyer de vie qui était sous contrôle de conseil métropolitain, mais qui était positionné sur le département. C'était un héritage de la scission entre département et métropole, et la métropole voulait récupérer ses petits sur son territoire. Et dans ce cadre-là, on a pensé et co-construit ce projet-là qui a mis du temps à maturer. C'est-à-dire qu'on était parti pour créer un foyer de vie un peu comme celui à Soucy-en-Jarret, c'est-à-dire quelque chose qui renforce au maximum les dimensions domiciliaires, qui abaisse au maximum la dimension institutionnelle. Et puis en fait, c'est surtout quand on a réfléchi et quand on a discuté principalement avec mon chef de service de la notion d'inclusion en fait, et que notre expérience et ce qu'on pouvait observer un peu à différents endroits, c'est que l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, c'est un mot qui est très très à la mode. Il y a 10 ans de ça, c'était le mot autonomie, maintenant c'est le mot inclusion. L'inclusion consiste à n'être pensé que du côté du logement, souvent en termes de solutions, et mettre un handicapé dans son appartement, ça fait très joli, mais le problème c'est que ça occulte complètement la dimension de la désaffiliation et de l'isolement social. Et ça c'est une dimension majeure parce que potentiellement concevoir l'inclusion comme juste habiter dans un logement pour des personnes porteuses de déficience intellectuelle et très vulnérables, notamment à la question de l'isolement, c'était générateur potentiellement de souffrance assez fort. Donc c'était comment penser la question aussi du lien social, de la socialisation. Et ça, on a mis beaucoup de temps à le construire, enfin beaucoup de temps, oui, plusieurs mois de discussion. Et donc en termes de méthodologie de projet, beaucoup de discussions autour de café, autour de clopes, dans les espaces interstitiels. Enfin, ça a été vraiment des bribes de conversation qui ont été autant de pierres qui ont permis de penser le truc, parce que l'idée, c'était qu'on ne voulait pas recréer un accueil de jour. Quelque chose de très institutionnel, avec un planning d'activité, avec un prix de journée. Penser l'inclusion comme ça, enfin, c'était contre-productif par rapport à ce qu'on imaginait et ce qu'on concevait de la notion d'inclusion. Et donc petit à petit, pour la petite anecdote, c'est mon chef de service, Cyril Pal, qui un jour on vagabondait et disait que un jour ce qu'il adorerait faire, ça serait de plaquer le secteur pour ouvrir un bar à jeux collaboratif. Et j'ai fait, c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est ça qu'on va faire. Alors déjà, est-ce que tu es OK pour que on te pompe ton idée, enfin que ton plan de carrière, je te le défonce, et du coup, il m'a dit bah oui. Et du coup, on a commencé à réfléchir là-dessus. Du coup, on a négocié avec la métropole. Donc l'enjeu, ça a été d'isoler le prix d'une place annuelle au niveau budgétaire pour que ça serve d'assise pour créer quelque chose qui permettent du lien social, et sur la base de l'idée d'un bar à jeux. Et de là, en fait, on a échangé avec la métropole sur les besoins. Les besoins, ils sont doubles ou triples.
En termes de public à qui on s'adressait, c'est d'abord toutes les personnes qui pourraient être sous le régime de l'amendement Croton, qui sont en IME ou en IM Pro, mais qui ont du mal à intégrer le milieu du travail protégé, parce que mis en difficulté, parce que la marche est un peu haute ou un peu prématurée, malgré leur âge. Ça, c'était la première catégorie de public. Deuxième catégorie de public, des personnes qui sont en foyer de vie et qui pourraient relever d'un logement plus inclusif, mais faute de structures alternatives, sont en foyer de vie, donc en milieu très institutionnel. Et troisième catégorie de public, c'est des personnes qui travaillaient ou travaillent en ESAT et qui ne peuvent ou ne veulent plus, parce que n'ont plus la capacité physique ou psychique de le faire, et du coup de faire un amortisseur pour ces personnes-là, pour qu'elles ne passent pas de tout à rien en termes de socialisation, en termes de lien social et d'utilité sociale. Donc on a construit ça, et donc on est passé sur un domicile collectif renforcé de 5 places, avec donc, en jargon administratif, ça a été une plateforme d'activité inclusive. Donc un nom un peu barbare, mais il fallait... En fait, notre difficulté, ça a été d'innover. Pas d'innover, mais en tout cas de sortir des sentiers battus avec la métropole, mais en faisant en sorte que ça rentre dans les cases. Ouais. Donc au niveau agrément, au niveau appellation et au niveau assise juridique, il a fallu essayer de trouver des solutions, et on l'a fait avec la métropole, qui a été mise en difficulté par rapport à sa propre demande, ouais, mais avec qui on a co-construit les solutions. Et du coup, en termes juridiques, donc c'est une plateforme d'activité inclusive. Juridiquement, c'est un club. D'accord. Qui donc est en dotation globale, et le domicile collectif renforcé, en fait, on s'est longtemps creusé la tête aussi de savoir ce que c'était. SAVS renforcé, domicile collectif renforcé. Et du coup, on est parti sur la notion de domicile collectif renforcé en termes d'agrément. De là, il a fallu qu'on aille vite et lentement. Il fallait qu'on fasse hors des sentiers battus, mais dans les cases. Et il fallait gérer le projet de façon orthodoxe, mais en roue libre. Donc voilà, c'était un peu... on était contraints par plein de trucs. Il y a eu le Covid déjà qui nous a bien mis dedans, mais alors fortement, puisque Pôle Bel-Air étant notamment affamé des foyers de vie, autant dire qu'il y avait des enjeux un peu vitaux à la gestion du Covid. Et malheureusement, on a eu des situations un peu dramatiques. Et donc ça a été un vrai gros enjeu qui nous a beaucoup écarté du projet. Et en même temps, à partir du moment où on a commencé à avancer dans le projet avec la métropole, et le fait que la métropole débloque ou alloue des fonds fait qu'on doit aller vite, parce qu'eux ont leur propre logique et leurs contraintes, que j'entends, sur le fait de pouvoir justifier l'utilisation des fonds publics à tel ou tel endroit sur la question du handicap. Donc il fallait affiner le projet, c'est-à-dire le bar, oui, mais quoi, comment, voilà, il fallait monter aussi la question du projet au niveau du domicile collectif renforcé, le lien entre les deux, la structuration financière, ensuite tout ce qui était campagne de com, parce que faire savoir à la MDPH qu'il y avait des nouveaux établissements, qu'il fallait flécher les orientations, faire savoir aux 115 000 travailleurs sociaux du Rhône qu'il y avait une nouvelle solution qui pouvait exister dans le parcours des personnes. Et donc tout ça s'est fait de juillet 21 à décembre 22. Créer 2 structures, une structure d'hébergement et une structure, donc le café, en recrutant tout le monde et en admettant, en finalisant le processus d'admission des personnes. En fait, le projet s'est divisé en deux. Deux projets, mais en se chevauchant à un gros moment. C'est-à-dire qu'on a commencé par le domicile collectif renforcé. Donc, de juillet 21,
en fait, on a eu l'autorisation d'ouverture aux alentours du 30 juillet, je crois. J'ai reçu le message de la métropole pendant que j'étais en congé. Et donc, il a fallu tout lancer sur ce dernier trimestre 2021. Recruter du monde et en gros, être suffisamment avancé dans le projet du café pour pouvoir faire des livrables, pouvoir communiquer dessus, pour pouvoir ensuite s'adresser aux partenaires sociaux, aux personnes concernées, etc. Donc on a recruté quelqu'un, Marie, la coordinatrice, en septembre 21, avec la délicate mission de recruter un travailleur social en lui disant il n'y a pas de personnes concernées, il n'y a pas de structure, il n'y a rien, voilà un terrain de jeu, est-ce que tu veux venir te marrer un coup pour essayer de sortir 2 idées un peu folles de terre en un temps record. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a bossé à 3, Cyril Pal, donc chef de service, Marie Vernet, la coordinatrice et l'UXP coordinatrice, et puis moi, sur monter tous les livrables, faire le mailing de toutes les entités ESMS, vraiment communiquer au maximum. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la beauté de la chose, c'est que le domicile collectif renforcé n'avait pas de bâtiment. Il ne devait pas d'ailleurs en avoir, puisque le concept c'était que pour être au maximum inclusif et respecter au maximum les droits fondamentaux des personnes concernées, l'idée c'était de les accompagner dans leur choix de vie et dans leur choix tout court, et donc rechercher un logement avec elles de façon embarquée. C'est viens, si tu viens, on va éplucher les annonces ensemble, on va visiter les logements. On va se confronter aux mêmes choses que n'importe qui dans la société qui recherche un logement. Ça, ça a été compliqué à faire passer comme idée, mais pour nous, c'était vraiment la définition même de l'inclusion, de l'autodétermination, du pouvoir d'agir. C'est-à-dire de ne pas renforcer la dimension du handicap en faisant un statut d'exception et une solution clé en main institutionnelle. Grosso modo, on lance, je crois, en novembre, toute la com et puis l'appel à la candidature pour intégrer le projet. Le secteur social et médico-social particulièrement a une inertie qui est quand même pas loin du Titanic, sauf que ça coule pas, mais il faut bien quelques mois pour qu'il y ait une idée imprègne, infuse. Donc on s'est retrouvé quasiment au mois de janvier sans rien, sans personne en fait. Et puis là-dessus, réunion avec la métropole en janvier 22, qui nous dit alors ça prend du temps, votre histoire, et 2, en réfléchissant, c'est un peu risqué votre truc de faire que des personnes qui n'ont jamais été en logement ordinaire, en appart, se retrouvent du jour au lendemain comme ça, lâchées en appart. Donc on veut plus que ça soit en appart. Donc on va se mettre d'accord sur une date d'ouverture, ça sera le 1er avril 2022, donc on était le 30 janvier. Et puis vous allez nous trouver un logement collectif pour 5 personnes. Mais attention, il faut que ça soit ouvert. Et puis ça serait bien qu'il soit bien, parce qu'il y aura une visite de conformité qui déterminera la possibilité ou non d'ouvrir. Donc ça, c'est le 30 janvier, donc un peu en colère quand même de se faire défoncer son projet comme ça, et puis même le fondement, le cœur même du projet, c'est-à-dire être renforcer au maximum l'autodétermination, le côté vraiment inclusif dans le sens ne pas faire statut d'exception par rapport à quelqu'un de l'ordinaire qui recherche un logement. Et donc là, faites une institution. Ok. Donc j'ai négocié le fait que ça soit quelque chose de temporaire, le temps que les personnes trouvent leur logement, le logement de leur choix. Et en fait, on a essayé de prendre ça du bon côté, en disant, les personnes vont pouvoir se rencontrer, ça va pouvoir créer aussi du lien, et peut-être laisser la possibilité aux gens, parce que, pardon, et laisser la possibilité aux gens de changer d'avis. Oui, une phase de transition, de expérimental un petit peu pour... La question de l'inclusion, quand je disais au tout début que les personnes sont lâchées peuvent être lâchées dans un appart et que ça peut créer de la souffrance, la vision de l'inclusion ou de l'indépendance par les personnes en situation de handicap, qui ont très fortement un désir de normalité très fort, et le modèle
occidental ou français qui est bien intégré par tout le monde, c'est être indépendant et être autonome, c'est vivre seul dans mon logement. Et donc il y en a plein, des personnes qui ont été candidates au domicile collectif français, puisqu'on a fini par avoir des candidats quand même. C'était je vais vivre tout seul dans un logement, mais sans forcément se poser la question de la solitude, sans forcément se poser la question de le soir, une fois que j'ai fini le JT de 20h, je regarde le plafond, je fais quoi? Et ces questions-là n'étaient pas du tout... et c'est compliqué d'y penser, surtout quand on est en situation de handicap mental avec une déficience, tant qu'on n'a pas expérimenté, parce que c'est vraiment abstrait. Et donc, on a pris la demande de la métropole plutôt du bon côté de ce côté-là, en disant, ça va permettre de créer du lien, et effectivement, ça a permis à une ou deux personnes de légèrement bouger du côté de leurs souhaits. Et puis ça a permis aussi à l'équipe de voir là où en étaient les personnes concernées et leurs besoins. Donc il a fallu fin janvier, on va dire que janvier c'est mort, donc février, mars, puis le 1er avril. Donc j'avais 2 mois pour trouver un logement. Et il se trouve que l'association était en train de se séparer d'une villa juste à côté de Tassin, à Givors, donc à 3/4 de Tassin. C'était le gros problème, mais qui avait la capacité d'accueillir tout ce monde. Le seul problème, c'est qu'elle était dans un état dégueulasse, et du coup, on avait 2 mois pour faire au mieux pour tout taper, faire que ça soit accueillant, etc. etc. Donc je remercie mes hommes d'entretien parce qu'on a beaucoup bossé avec eux, qui ont tout retapé, on refait des coups de peinture, refait des parquets, créé une deuxième salle de bain, etc. Parce que oui, on n'avait pas de budget pour ça. Donc il a fait... ça a été du système D de A à Z, et on a tenu les délais on avait fini à 4 jours près, je crois. Et la visite de conformité a été bonne. C'est un gros challenge alors. Ouais. Et là, juste pour se représenter ce système collectif, cet hébergement collectif, c'est une forme de colocation, c'est ça? Alors oui, un domicile collectif renforcé, contrairement à un foyer de vie, c'est que c'est l'établissement qui sous-loue à la personne. Il n'y a pas de prise en charge de prix de journée qui comprennent l'hébergement. Le prix de journée ne comprend que l'accompagnement éducatif. Donc, on sous-loue les charges de loyer, d'électricité, d'eau, la bouffe est payée par les personnes, etc. etc. C'est un système qui est à mi-chemin entre le SAVS et un foyer de vie. Et donc on a pendant ces 2 mois-là recruté les 2 personnes manquantes aussi de l'équipe. Donc sont arrivées Sonia et Mélia. Alors Mélia est arrivée un peu après. Avec 5 nouvelles personnes. Alors en plus non, il n'y en avait que 4. La 5e est arrivée après, mais 4 nouvelles personnes. Faire de l'accompagnement à la vie collective tout en accompagnant chaque personne à la recherche de logement en épluchant les annonces, tout en les préparant à la suite, tout en commençant aussi à faire un bistrot mobile, puisque comme on avait l'autorisation du café, mais sans avoir le café, parce que j'y reviendrai, mais qu'il fallait quand même avoir une activité, du coup on a opté pour un bistrot mobile. Itinérant. Donc on intervenait dans les établissements, dans certains établissements, donc on est intervenu ici, à Bel Air, aux Femmes Bel Air. On a monté des partenariats aussi avec d'autres assos, les Tourettes Craponne de Dinéo, comme son nom l'indique, à Craponne, et puis la résidence plurielle à Tassin de l'ADPI. Et en fait, les personnes concernées du DCR et les éducs sont allés faire des journées ou des demi-journées d'ouverture d'un café. D'accord. Plus en événementiel à certains autres endroits. Donc, mais toujours en lien avec les établissements du handicap, pas dans des... on a essayé d'intervenir dans les mairies ou dans des entreprises, etc. C'était plus compliqué, ça demandait beaucoup de temps. Et en fait, comme il y avait tout ce que je viens de vous dire concentré sur avril, mai, juin, ça chargeait un peu la mule pour les éducs et le chef de service. Et du coup, j'ai dit non, mais c'est bien ça. Pendant ce temps-là,
Il a fallu se mettre à la recherche d'un local pour le café et trouver un local de 100 mètres carrés à un prix abordable. Sur le territoire, enfin sur l'ouest lyonnais, c'est quand même un peu chaud. On a eu énormément de chance. Il a fallu négocier avec la propriétaire un peu longtemps. Et en gros, ça a été de octobre 21, fin octobre 21 à janvier 22. Et on a signé en janvier 22 le local, sauf qu'il y avait tout à refaire. Mais tout, c'était tout. Électricité, plomberie, isolation, sol, plafond, enfin tout. Bien évidemment, on n'avait pas vraiment le budget pour ça, puisque à la base, l'idée quand on a monté ce truc, c'était de prendre un local. Alors on avait un petit budget d'aménagement, mais pas un budget où on est censé refaire les murs porteurs et tout et tout. La métropole a un fonds qui est dédié à l'aide à l'investissement, et ça fonctionne par appel à candidature, avec des dépôts écrits qui sont sélectionnés, et s'ils sont sélectionnés, qui donnent lieu à un oral. Et ensuite, il y a des gagnants et puis des perdants. Et donc il fallait travailler ça aussi. Je devais ouvrir le café le plus vite possible, puisque, comme je vous le disais, un agrément accordé égale un budget accordé, et donc il faut que ça soit fait. Donc à la base, ça devait être juin 22. Sauf que quand on signe le local en janvier, vu le nombre de travaux, ça voulait dire trouver un architecte, trouver des plans d'aménagement, enfin concevoir les plans d'aménagement, faire les demandes d'autorisation de travaux, demandes de permis de construire. Il y en avait deux différents sur des volets. Tout ce qui va être bureau de contrôle accessibilité, tout ce qui va être, en termes de démarches administratives, c'était très long. J'ai trouvé un architecte rapidement. On a sorti les plans au mois de mars. Tous les demandes de permis et d'autorisation ont été déposées au mois de mars aussi. Tout a été accordé fin juin. Ah oui, il fallait faire les appels d'offres pour les entreprises. On les a trouvés et les travaux ont commencé en juillet. Avec comme seule consigne, maniez-vous fort, maniez-vous le fion, vraiment. C'est parce que, voilà, et du coup il a fallu que j'aille à la métropole pour essayer de négocier le fait qu'on n'ouvrirait pas en juin. Septembre, octobre, novembre, bon finalement ça a été décembre. Vu la quantité de travaux à faire, c'était quand même voilà, nécessaire. Donc parallèlement on est rentré dans cette démarche de demande d'aide à l'investissement. On a eu l'oral en juin, je crois, 2022. Et on a eu la réponse en octobre-novembre 2022. Donc une fois que les travaux étaient finis. Oui, voilà. Mais sinon, c'était sur les fonds associatifs. D'accord. Voilà. La consigne, c'était d'ouvrir au moins en 22, et du coup, on a ouvert en décembre 22. Nickel. Donc, tout est rentré. Il a fallu faire rentrer des ronds dans les carrés tout le temps. Et un gros souci qu'on a eu, quand on est arrivé au bout de la mise en place du projet et l'ouverture du café, comme je disais tout à l'heure, il fallait faire du hors les clous, mais en respectant les cases. Et en fait, ça a coincé à 2-3 endroits. Comment trouver une procédure de gestion de caisse et comptable d'une association médico-sociale en étant un établissement commercial, en faisant du commerce. Ça peut pas marcher de faire la caisse tous les soirs avec triple signature et puis le rendu de monnaie à la comptable, etc. Ça ne marche pas, donc ça a fait bugger un peu la sauce à certains endroits. Comment faire qu'il y ait un fonctionnement de bar, donc de commerce local de proximité, tout en étant sous la responsabilité de la métropole dans une case médico-sociale. Ça a fait bugger aussi à cet endroit-là. Il y a pas mal de choses qui ont fait peur à pas mal de monde, notamment la question de l'alcool, sur ce fonctionnement-là, la question de la fréquentation, la question du fonctionnement budgétaire, enfin
La question de la gestion du risque, en gros. Alors, ce que nous, on aime bien mettre en avant, c'est ce qu'on appelle les clés de succès. Est-ce qu'on peut citer 3 clés de succès de ce projet ? Qu'est-ce qui a fait que ce projet a pu... Alors, on peut pas dire encore qu'on est sur un succès avéré, puisqu'il vous faut encore du temps pour... mais déjà, il y a eu l'ouverture. Et puis, on peut déjà peut-être évoquer certains éléments qui ont fait que vous avez réussi à aller au bout de ce projet, même s'il reste encore quelques étapes à franchir. 3 clés de succès. Les personnes. Oui. Cette aventure-là, c'est quasiment qu'une question de personnes. Ça a été possible parce que j'ai un chef de service qui est topissime. Ça a été possible parce que j'ai des éducs qui sont... Non, j'ai rien moi. Je travaille avec des éducs qui sont des machines de guerre et qui sont top. Ça a été possible parce que à la métropole, on a eu un dialogue qui a été vraiment bon. Ça a été possible parce que on a un architecte qui s'est démené parce qu'il croyait en ce projet, des artisans qui croyaient en ce projet et qui sont... Et l'entreprise de maçonnerie et de plaquistes, ils ont annulé tous leurs congés d'été pour tenir les délais. C'est vraiment qu'une question de personne. La propriétaire, ça a été... elle voyait pas trop où elle voulait en venir, et puis une fois que elle a bien compris les enjeux, le projet et la finalité, elle a été d'une aide monstrueuse. La mairie de Tassin, idem. Ça a été qu'une conjonction de personnes et de compétences. La deuxième, la souplesse. D'arriver à sortir des sentiers battus et qui est en lien avec la troisième clé de succès que j'appellerais la sérendipité, c'est-à-dire la capacité à transformer tout événement en opportunité. Il y a eu plein de cailloux sur le chemin, il y a eu plein d'inattendus, il y a eu plein de rebondissements, et faire que, en sorte que chaque événement qu'on rencontre, d'être dans un état d'esprit où ça peut être une opportunité, je pense que ça a été aussi une clé de succès. Retourner un peu la situation, c'est ça ? Alors il y a plein de proverbes ou de dictons éculés qui pourraient s'appliquer, faire contre mauvaise fortune bon cœur, etc. Mais oui, c'est ça, c'est de pas lâcher l'objectif, le point final, mais d'accepter que on fasse des pas de côté, et que d'accepter que en fait ça on va perdre, en ayant cet événement là peut-être qu'on va perdre ça, mais on va y gagner là, ça va amener ça, et puis en lien avec la première clé de succès, c'est-à-dire les personnes. C'est-à-dire qu'on a eu suffisamment de personnes ressources autour de nous pour que même s'il y avait une contrainte, en fait, ça pouvait être une opportunité par telle personne ressource. Donc c'est un peu confus, je pense, que je dis, mais... Non, c'est clair. Non, je trouve ça très clair. Oui, c'est important, je pense, effectivement, de... Mais c'est l'envie, voir les choses autrement. L'enthousiasme, Et sur du temps long. C'est ça, il faut tenir un peu cet enthousiasme sur la longueur. Ça a été la plus grosse difficulté. Ça a été un peu des matrioshkas. La plus grosse difficulté, elle a été pour les éducs. Oui. Ça a été généralement, quand on met un coup de collier, on sait qu'on met un coup de collier parce que ça n'a pas duré longtemps. C'est sur les dernières lignes droites, ou alors c'est pour lancer la machine au début. Mais fonctionner à fond sur tous les tours de piste, c'est compliqué. Et en fait, il y a tellement eu de rebondissements, il y a tellement eu de choses que, en fait, les éducs ont tenu un rythme à fond. C'est-à-dire accueillir les personnes tout en bossant à un bistrot itinérant en attendant l'ouverture du café, tout en recherchant les logements avec les personnes, tout en préparant ce que serait le café. Puis ensuite, en déménageant, les déménagements ils se sont faits de façon perlée, donc à chaque fois ça rajoutait des trucs. Est-ce que vous les avez trouvés, les déménagements après la villa Oui, après la villa, les hébergements individuels, vous les avez trouvés pour chacun ? Oui et non. Oui et non.
ça a été une grosse particularité de l'inclusion. Enfin, inattendue, pardon. Une dimension inattendue de l'inclusion. De faire une recherche de logement embarqué avec des personnes en situation de handicap, ça a fait que il y avait un facteur aggravant, c'était que la crise du logement à Lyon fait que en fait il y a un appartement à louer et généralement il y a à peu près 12 candidatures dans la journée. Donc les agents immobiliers se bougent pas trop, enfin ils gigotent pas trop les saucisses pour le mettre à louer, hein. Ils savent que ça va tomber tout seul. Et le facteur aggravant pour les personnes concernées, c'est que, un, elles sont en situation de handicap, et deux, elles sont en situation de handicap accompagnées par une association. Ça veut dire que les agents immobiliers, il y a ceux qui, clairement, certains ont été même jusqu'à dire, nous, le handicap, on fait pas. Donc c'était d'une classe et sans nom. Mais surtout, en fait, sachant qu'ils savent qu'ils n'ont aucun problème pour louer le bien, ils n'ont aucune envie de se faire chier à monter un dossier un peu particulier avec une association. Donc nous, les assos, on ne fait pas. Et donc on s'est pris des murs, des parpaings par l'ensemble des agences immobilières du territoire, jusqu'à temps de trouver une personne ressource qui était l'adjointe au logement à la mairie de Tassin, qui avait en plus la qualité d'être directrice d'agence immobilière elle aussi. Et du coup, en fait, elle a été topissime puisque très sensible au projet. Et du coup, à chaque fois qu'il y a eu un bien qui pouvait correspondre à des attentes des personnes concernées, avant qu'il sorte en location, elle m'appelait. Je relayais auprès des personnes concernées et de l'équipe. Ça t'intéresse? Oui, non? Oui, bon, ok, on y va. Et du coup, les personnes visitaient comme ça. Donc, il a fallu... Enfin, c'est là où je suis dégoûté, c'est que ça s'est pas déroulé comme je l'imaginais, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas éplucher les petites annonces en choisissant « Ah, celui-là, ça va être bien », etc. Mais en même temps, se sont confrontés à la dure réalité du marché et ce surhandicap d'être accompagné par une association et donc de générer de la difficulté au niveau des baux et des liens avec les agences immobilières, on l'a compensé avec le réseau. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a une autre clé de succès à mettre en avant dans ce projet ? De garder l'envie comme seul moteur. Oui. Entre la gestion administrative, la gestion réglementaire, financière, des ressources humaines, on peut vite se faire happer par ces contraintes-là fortes. Et du coup, ça vient, comment dire, vider un peu de sa substance, de sa substance, le moteur du projet, et puis même du coup la façon de le conduire. Juste avoir envie, en fait. Avoir envie et puis et focaliser sur l'envie et l'enthousiasme, plutôt que sur les difficultés, les contraintes ou les règles à respecter. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner, alors de façon plus personnelle, vos sources d'inspiration, vos ressources, qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Me lever le matin, ce qui m'aide à me lever le matin, justement, l'enthousiasme ou l'envie de faire que on va pouvoir créer du possible pour des personnes aujourd'hui, sans forcément savoir comment ni pourquoi, enfin pourquoi si, mais comment, quoi et comment. Donc c'est un peu cette curiosité avec l'enthousiasme. Et référence, c'est ça ? Une référence ? Ouais. Oui, éventuellement. C'était Marc Aurèle, je dirais. D'accord. Une pensée pour moi-même. J'aime beaucoup le stoïcisme, même si je ne le suis pas beaucoup, mais sur la question de soi par rapport à l'environnement, justement. Ouais. Que, en fait, l'idée de base, c'est que je suis responsable que de ce que je ne peux être responsable. Je sais pas si, c'est là où je peux avoir une action. Et du coup,
inclure sa part de responsabilité dans les événements qu'on vit, c'est pas mal. Oui, c'est plutôt intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Le projet, là, il s'est créé vaille que vaille. Maintenant, assez curieux de savoir comment il va vivre, comment il va maturer et comment les gens vont se l'approprier dans 1 an, dans 10 ans. D'accord. Voilà. Et peut-être après, éventuellement, des projets d'essaimage sur ce projet? Est-ce que c'est envisageable? J'ai été contacté par deux mairies, je crois, qui voulaient essayer de reproduire la chose sur le même modèle. Je suis pas convaincu que l'essaimage puisse fonctionner avec ce projet-là. Enfin, en tout cas, pas à 100%. Oui. Il y a des adaptations inhérentes à la particularité du quartier et surtout de la configuration des transports en commun. D'accord. C'est-à-dire qu'en fonction de la facilité d'y accéder, du public que ça peut drainer, de savoir si c'est en milieu rural, semi-rural ou urbain, ça fait toute la différence, je pense. Il faut s'adapter par rapport au contexte. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre engagement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Yannick Chapeau pour son engagement et à toute l'équipe du Café Bel Air pour leur belle énergie. Les éléments que j'ai retenus. Selon Yannick Chapeau, l'innovation n'existe pas, c'est l'évolution et la transmission des idées dans le temps qui permet la création de nouveaux projets. Des contraintes dont le montage de projet nécessite parfois de sortir des clous. La définition de l'autodétermination, ne pas renforcer la dimension du handicap en faisant un statut d'exception. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-du6ess.org. À très bientôt.